Bonjour à tous, j'ai décidé de vous proposer un guide vidéo complet d'initiation et de perfectionnement à Lightroom. Ce guide s'adresse donc aussi bien aux personnes souhaitant découvrir Lightroom qu'à celles souhaitant en savoir plus sur ce logiciel. Les débutants trouveront ici un guide complet afin de traiter leurs images de A à Z tout en apprenant les concepts clés de Lightroom. Les plus aguerris ou ceux souhaitant se perfectionner trouveront quant à eux de nombreuses pistes pour maîtriser les divers concepts couverts dans cette vidéo ou complémentaires à celle-ci. Vous serez donc prévenu chaque fois qu'un ou plusieurs sujets vus fait l'objet d'informations plus détaillées. Vous serez invité, si vous le souhaitez, à en apprendre plus en visionnant une ou plusieurs vidéos spécifiques disponibles sur ma chaîne. Il est en effet impossible de tout couvrir en une seule vidéo. En résumé, le but de la vidéo est de vous familiariser à la philosophie Lightroom à votre rythme, de vous apprendre les bases du développement et de vous donner les clés pour aller plus loin une fois les concepts de base assimilés. Aller plus loin va vous demander un gros effort et de nombreuses heures de visionnage. Considérez donc cette vidéo comme un guide pour apprendre l'essentiel de Lightroom à votre rythme et suivant votre niveau. Comme vous serez certainement amené à visionner cette vidéo en plusieurs étapes, vous trouverez dans la description de la vidéo un résumé des notions abordées ainsi qu'une table des matières vous permettant d'accéder directement au sujet qui vous intéresse. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est Lightroom, pourquoi je l'utilise et ce que vous pouvez en attendre. Ensuite, je vous montrerai comment injecter des fichiers sous Lightroom, comment les traiter, et pour terminer, comment finaliser et exporter les photos traitées. J'espère que cette approche vous plaira. À présent, commençons sans plus tarder. Lightroom, notez déjà jeu de mots, chambre claire en français, est un logiciel de développement et de traitement d'images. Comme il s'agit de développer des images, il s'adresse donc essentiellement aux personnes photographiant au format brut, encore appelé format RAW ou encore négatif numérique. Le JPEG étant quant à lui un format de fichier déjà développé et traité par votre appareil, ne se prête guère à d'autres traitements poussés. Et c'est logique vu que ce format de fichier est destiné aux images finalisées. J'utilise ce logiciel parce qu'il est convivial, puissant et permet de quasi tout faire sans devoir utiliser d'autres logiciels en sus. Vous avez avec Lightroom une solution complète pour gérer vos images, les classer, les trier, les rechercher, les développer, les traiter, les exporter, etc. Et si vous disposez de la version avec abonnement, Photoshop vous permettra de réaliser des opérations complexes qui sont plutôt l'apanage de logiciels de retouche d'images. Mais pas de panique, même sans Photoshop, comme dit avant, vous pouvez réaliser quasi tout sous Lightroom. Découvrons sans plus tarder ce logiciel. Lorsque vous ouvrez Lightroom, il ne vous propose pas de naviguer parmi vos dossiers images. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, et si c'est la première fois que vous l'ouvrez, il vous demande d'importer des images. L'importation est le premier concept clé à comprendre concernant Lightroom. Mais avant de parler de ce concept, une petite digression concernant l'interface Lightroom. Vous avez toujours une zone centrale entourée de 4 volets, haut, bas, gauche, droite. Retenez que le raccourci clavier Shift-Tab permet de basculer entre afficher ou non rapidement ces 4 volets. Les petites flèches que vous apercevez à chaque extrémité des volets vous permettent de ne fermer ou de n'ouvrir que le volet correspondant. Il existe encore d'autres méthodes qui sont couvertes dans les vidéos complémentaires. Retenez pour l'instant que le volet haut vous permet de facilement naviguer entre les divers modules Lightroom. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les 2 modules indispensables pour gérer et traiter nos images, à savoir Bibliothèque, qui sert à gérer nos images, importation, classement, tri, annotation, etc. et Développement, qui sert à traiter les images présentes dans la bibliothèque. Les autres modules seront couverts dans d'autres vidéos le moment venu. Quant aux autres volets et panneaux présents dans ces 2 premiers modules, nous les verrons au fur et à mesure de notre avancement. Pour l'instant, assurez-vous d'avoir les 4 volets ouverts. Notez aussi que vous pouvez légèrement redimensionner les volets gauche et droit pour une meilleure lisibilité.
À présent, revenons au premier concept qui est l'importation. Importer des images revient à indiquer à Lightroom où se trouve celle-ci et ce qu'il doit en faire. Nous allons donc commencer par cette étape. Pour cela, allez dans le module Bibliothèque si vous êtes ailleurs. Et ensuite, cliquez en bas à gauche sur le bouton Importer. La fenêtre d'importation s'ouvre. Dans mon cas, il s'agit de la version simplifiée de cette fenêtre. Si c'est aussi votre cas, cliquez sur la flèche en bas à gauche pour afficher la version complète de la fenêtre d'importation. Celle-ci est composée de 3 parties principales que je vais décrire brièvement. À gauche, vous allez choisir l'emplacement où se situent vos images, c'est-à-dire la source. Au milieu, vous allez mentionner à Lightroom ce qu'il doit faire des images présentes sur la source et sélectionner celles qui vous intéressent. Et enfin, à droite, vous allez indiquer à Lightroom la destination de vos images. Remarquez que vous avez aussi la possibilité d'ajouter des mots-clés et d'effectuer d'autres réglages qui sortent du cadre de cette vidéo. Commençons par choisir la source. J'ai ici un lecteur de carte mémoire branché à mon PC et comme vous le voyez, Lightroom a automatiquement sélectionné celui-ci comme source. La carte présente dans ce lecteur contenant des images, Lightroom les a lues et me les a affichées dans la zone centrale. Je peux bien sûr choisir une autre source comme mon appareil photo si celui-ci est branché à mon PC, une clé USB, un répertoire de mon disque dur, etc. Tout ce que vous devez connaître est l'emplacement où se trouvent vos images et y accéder via l'arborescence. De mon côté, le choix par défaut de ma carte mémoire me convient, je laisse donc ainsi. Ensuite, au milieu et au-dessus, Lightroom me demande ce que je souhaite faire des images. Je ne parlerai ici que des 3 principaux choix, à savoir copier, déplacer et ajouter. Notez déjà que suivant la source sélectionnée, toutes les options ne sont pas disponibles. Ici, je ne peux par exemple que copier mes images. Mais peu importe, je vous explique les différences entre copier, déplacer et ajouter. Si c'est l'option copier ou déplacer qui est sélectionnée, vous allez devoir indiquer dans la partie droite l'endroit où vont être copiées ou déplacées les images sélectionnées. Autrement dit, choisir un emplacement sur votre disque dur où Lightroom va injecter les images présentes sur la source. Et vous l'aurez certainement compris, la différence entre copier et déplacer est simplement que déplacer supprime les images présentes sur la source après les avoir copiées dans l'emplacement de destination. Option que je ne préconise pas pour des raisons de sécurité. Il sera toujours temps d'effacer les images de la source plus tard, une fois que l'on est certain que tout s'est bien déroulé. Si c'est l'option « Ajouter » qui est sélectionnée, Lightroom laisse les images à l'endroit où elles se trouvent. Dans ce cas, vous n'avez donc pas à indiquer une destination. Cette option est disponible uniquement si les images sont présentes sur un disque dur connecté à votre ordinateur. Nous verrons un exemple un peu plus loin. Ce que vous devez absolument retenir est que peu importe l'option choisie, Lightroom va référencer les emplacements de ces images dans un catalogue. C'est le deuxième concept clé à comprendre concernant Lightroom. Ce logiciel utilise une base de données appelée catalogue pour référencer les images et bien d'autres choses. La phase d'importation consiste donc principalement à alimenter le catalogue Lightroom avec l'emplacement des fichiers images. L'avantage de travailler ainsi est que cette base de données va également servir à Lightroom à stocker tout ce que vous faites sur vos images, à les noter, à conserver vos historiques de traitement, etc. Cette base de données sera bien utile lorsqu'il s'agira de trier vos images, de les retrouver facilement via de nombreux critères de recherche, etc. Bref, il y a plein d'avantages à cette méthode basée sur un catalogue, même si certaines personnes n'aiment pas devoir passer par l'étape d'importation. J'attire ici votre attention sur un point important. Comme les chemins des images importées sont référencés dans une base de données, évitez de supprimer, renommer et ou déplacer les images importées via le gestionnaire de fichiers de votre système d'exploitation. Si vous devez effectuer ces opérations, il vaut mieux le faire sous Lightroom afin qu'il puisse adapter sa base de données, le catalogue, en conséquence. Maintenant que tout ceci est dit, revenons à nos moutons. Pour rappel, ma source sélectionnée est ma carte mémoire et je souhaite copier certaines images présentes sur celle-ci vers un de mes disques durs. C'est bien l'option « Copier » qui est sélectionnée, elle apparaît en blanc. Par défaut, Lightroom a sélectionné toutes les images présentes sur ma carte. Comme je ne souhaite en importer que quelques-unes, je clique ici pour désélectionner toutes les images et je ne choisis que celles qui m'intéressent.
Il ne me reste plus qu'à spécifier les options et l'endroit où je souhaite copier les images sélectionnées. Je me rends dans le panneau Destination, je ne coche pas l'option sous dossier et je laisse ici sur Organiser dans un dossier. Je choisis ensuite mon disque SSD externe et le répertoire où je souhaite que Lightroom injecte mes images. Une fois que tout me convient, il me suffit de cliquer sur Importer. Lightroom revient alors dans le module Bibliothèque, copie les images sur la destination choisie, alimente le catalogue et m'affiche les images importées. À présent, je vais importer d'autres images qui se trouvent cette fois-ci sur un disque. Je clique donc à nouveau sur Importer. Je navigue dans l'arborescence et choisis le répertoire sur mon disque SSD où se trouvent les images que je souhaite importer. Lightroom prend en compte cette nouvelle source et m'affiche les images présentes à cet endroit. Par défaut, c'est l'option Ajouter qui est cette fois-ci sélectionnée. Cela me convient, je ne souhaite pas copier mes images à un autre endroit. Toutes les images sont sélectionnées et cela me convient aussi. Remarquez bien qu'avec l'option Ajouter, le volet de droite ne me propose pas de destination et c'est logique vu que les images vont demeurer là où elles sont. En clair, elles vont simplement être référencées dans le catalogue avec comme chemin d'accès l'emplacement actuel où elles se trouvent. Cela me convient, je clique sur Importer, Lightroom revient dans le module Bibliothèque, alimente le catalogue et m'affiche les images importées. Retenez bien que chaque fois que vous souhaitez traiter de nouvelles images sous Lightroom, vous devez passer par cette étape d'importation. Autrement dit, pour être traitées, les images doivent être présentes dans le catalogue et c'est l'opération d'importation qui réalise cette tâche. Avant d'aller plus loin, faisons le point sur ce que nous avons vu. Nous avons brièvement parlé de l'interface. Nous avons ensuite vu deux concepts clés liés à Lightroom, l'importation et le catalogue. Bien entendu, je n'ai couvert ici que l'essentiel afin de pouvoir commencer à traiter les images au plus vite et ne pas noyer celui qui débute. Pour ceux souhaitant aller plus loin ou ceux souhaitant se perfectionner, il y a encore bien d'autres choses à dire sur ce que nous venons de voir. Si c'est votre cas, je vous invite à regarder dans un premier temps les deux vidéos couvrant en détail ce qu'il y a à savoir sur l'importation et le catalogue. Les liens vers ces vidéos se trouvent dans la description. Voyons maintenant brièvement le module Bibliothèque. Retenez que c'est grâce à ce module que Lightroom vous permet de gérer les fichiers que vous avez importés. Toutes les images du catalogue sont accessibles à partir d'ici. Commençons par voir comment sélectionner une ou plusieurs images. Sélectionner une image se fait simplement en cliquant dessus. Un cadre apparaît autour de l'image sélectionnée. Vous pouvez effectuer votre sélection dans la fenêtre principale ou dans le film fixe qui se trouve dans le volet bas. Pour sélectionner plusieurs images consécutives, sélectionnez la première de la série, maintenez la touche majuscule enfoncée et sélectionnez la dernière. Pour des images non consécutives, maintenez CTRL enfoncé ou commande si vous êtes sur Mac et cliquez sur les images à ajouter ou à retirer à la sélection. Maintenant, notez la présence ou non de la barre d'outils à cet endroit sous les vignettes. Vous pouvez la cacher ou l'afficher à l'aide du raccourci clavier T. Cette barre étant très utile, je vous conseille de la laisser visible. Sachez aussi que la barre d'outils est dynamique et présente donc des éléments différents suivant le module où vous êtes ou encore suivant l'outil que vous utilisez. Une fois la barre affichée, vous pouvez choisir les éléments à y inclure via la petite flèche à droite. Je vais ici laisser ce qui est coché, cela me convient. Les éléments que j'ai cochés me permettent ici de marquer les images sélectionnées comme acceptées ou rejetées, de les noter via un système d'étoiles, ou encore de leur assigner un libellé couleur. Ici, vous avez accès à diverses options de tri, comme par exemple couleur, notes, heure de capture, etc. Tout à droite, vous réglez la taille des vignettes. Et enfin ici, vous réglez le mode d'affichage de la bibliothèque. Gris comme c'est le cas pour le moment, la loupe pour afficher les images en grand, la vue d'ensemble qui n'affiche que les images sélectionnées, ou encore comparaison pour comparer deux images. À présent, voyons en vitesse ce qu'il y a d'autre. Pour une description plus détaillée, je vous indiquerai un peu plus tard les vidéos vous permettant de progresser à votre rythme. Dans le volet gauche, vous avez accès à divers panneaux.
le panneau navigation que j'expliquerai dans le module développement. Ensuite, le panneau catalogue, qui vous indique le nombre d'images présentes dans le catalogue. Notez que celui-ci peut contenir des dizaines de milliers d'images sans souci de performance. Remarquez aussi que si vous ne voyez pas toutes les images que nous avons importées précédemment, c'est parce que par défaut Lightroom ne vous montre que celles provenant de l'importation précédente. Si vous voulez les voir toutes, cliquez sur toutes les photos. Le panneau suivant, dossier, vous permet de voir où se trouvent physiquement les images importées. Vous voyez une arborescence de disques durs et répertoires, mais retenez bien ici qu'il ne s'agit pas de tous les disques et dossiers de votre ordinateur. J'insiste, vous ne voyez ici que les emplacements où se trouvent vos images importées. Le panneau dossier n'est pas un gestionnaire de tous les fichiers présents sur vos supports. C'est aussi via ce panneau que vous pouvez effectuer des opérations comme créer, renommer, déplacer ou encore supprimer des répertoires. Je ne parle pas ici des deux autres panneaux du volet gauche. Le volet de droite, quant à lui, vous montre un histogramme et permet essentiellement de visualiser ou gérer les métadonnées. Le volet du bas vous présente les images suivant la source sélectionnée et vous permet d'effectuer des tri et des sélections. Et enfin, tout en haut, la barre de filtre vous permet d'utiliser de puissantes fonctions de recherche d'images. Voilà pour l'essentiel. Ceci suffit pour la découverte de ce module et la poursuite du tutoriel. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a énormément de choses à découvrir en détail. Voici donc les vidéos complémentaires à regarder et ce que vous y trouverez. Si vous êtes intéressé par les fonctions de tri et les métadonnées, 3 vidéos sont à ce jour disponibles sur ma chaîne. Tout d'abord, la vidéo sur les puissantes fonctions de recherche sous Lightroom. Et bien que ce ne soit pas obligatoire, pour mieux comprendre, je vous conseille de visionner aussi la vidéo complète sur les métadonnées EXIF et IPTC. Vous y trouverez comment vous pouvez ajouter des informations à vos images afin de vous en servir par la suite. La 3e vidéo sur les mots-clés vous montrera tout ce qu'il y a à savoir sur ce type de métadonnées. Le panneau dossier que j'ai décrit brièvement fait partie d'une vidéo complète, à voir absolument si vous souhaitez gérer les fichiers présents dans le catalogue Lightroom. Et enfin, si vous souhaitez organiser vos images, il vous sera très utile de voir le panneau collection dont je n'ai pas parlé ici en visionnant la vidéo dédiée. Je le rappelle, tous les liens vers ces vidéos sont dans la description. À présent, revenons au tutoriel et voyons comment traiter une image. Je sélectionne dans la bibliothèque l'image que je souhaite traiter et je clique ensuite sur le module développement. Mon image apparaît alors dans ce module. Notez tout d'abord que les volets gauche et droit ainsi que les éléments de la barre d'outils changent en fonction du module dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, pour gagner de l'espace, je vais fermer le volet bas. Notez que même fermé, je peux y accéder en survolant le bas de l'écran avec ma souris. Dans ce cas, le volet s'ouvre et se referme dès que je quitte la zone qu'il occupe. Ce volet, appelé le film fixe, vous permet notamment de visualiser l'ensemble des images présentes sur la source que vous avez sélectionnée dans le module bibliothèque. Par exemple, ici, toutes les images de mon catalogue. Vous pouvez ainsi facilement sélectionner une autre image à traiter sans devoir revenir au module bibliothèque. Poursuivons. Dans le volet gauche, on trouve le panneau navigation. Il vous permet de rapidement régler les options de zoom pour votre image. Adapte l'image à la zone de travail pour que vous la voyez en intégralité. Remplissage remplit la zone image et vous avez alors plus que probablement des parties d'image non visibles. 1.1 est le raccourci vers le zoom à 100%. À droite de 1.1, il s'agit du zoom que vous souhaitez employer lorsque vous cliquez sur votre image dans la zone de travail ou sur le rapport choisi dans ce panneau. Vous pouvez modifier le rapport de zoom via les 2 petites flèches situées à droite. Si par exemple je choisis 2.1, cela signifie que je souhaite un zoom à 200% lorsque je clique sur l'image ou encore sur 2.1. Pour mieux comprendre, je vais me déplacer sur une zone de mon image où il y a un arbre. Pour ce faire, je maintiens le clic de ma souris enfoncé et je me déplace dans la zone image. À présent, lorsque je clique, mon image revient à la vue remplissage. Si je clique de nouveau, je zoome au rapport que j'ai sélectionné, c'est-à-dire à 200%. Pour revenir au zoom 100%, cliquez simplement sur le raccourci 1.1. Pour rappel, vous zoomez ou dézoomez dans l'image au rapport choisi simplement en cliquant dans la zone image. Pour vous déplacer, vous maintenez le clic de la souris enfoncé et allez dans la direction voulue. Pour la majorité de mon travail, je préfère en règle générale la vue adaptée.
Le rectangle blanc dans la prévisualisation vous permet de voir la zone affichée à l'écran. Comme je suis en mode adapté, il couvre toute mon image. Lorsque je zoome, vous voyez ce rectangle se réduire. Il me montre la partie de mon image qui est affichée dans la zone de travail. Si je le souhaite, je peux me déplacer dans l'image en glissant le rectangle avec ma souris afin d'afficher la zone qui m'intéresse dans la fenêtre principale. À présent, je clique sur « Adapter ». Comme dit auparavant, c'est la vue avec laquelle je préfère travailler. En conséquence, Lightroom reviendra cette fois-ci dans cette vue lorsque j'effectuerai un zoom-dézoom. Pour l'instant, je passe sous silence les autres panneaux du volet gauche. Les panneaux du volet droit sont quant à eux entièrement dédiés au traitement de l'image. Avant de vous montrer comment traiter une image, voici le troisième concept clé de Lightroom. Lightroom ne modifie jamais vos fichiers RAW originaux. Toutes les modifications que vous effectuez sont inscrites sous forme de données texte dans la base de données, le catalogue, en temps réel et ou dans des fichiers annexes, les fichiers XMP. Autre point à noter, vous pouvez appliquer des traitements à vos images dans l'ordre qu'il vous plaît vu que Lightroom calcule chaque fois que vous déplacez un curseur, l'image à afficher avec l'ensemble des paramètres que vous avez modifiés. Cela ne pose pas de problème particulier niveau performance, sauf lorsque vous commencez à utiliser de nombreux réglages localisés sur une image. Le nombre de calculs grandissant, il se peut que vous remarquiez des lenteurs suivant la puissance de votre machine. Le fichier image finale pixelisé est quant à lui créé lors de la phase d'exportation avec les divers paramètres que vous avez modifiés. Nous verrons cette opération plus tard. Un autre gros avantage de Lightroom est que toutes vos modifications seront conservées dans un historique qui ne disparaît pas à la fermeture du logiciel. Vous pouvez toujours revenir dessus même des années plus tard. L'historique est conservé dans le catalogue. Après cette introduction, entrons dans le vif du sujet et parlons développement. Comme Lightroom est bien pensé, les outils de développement les plus utilisés se trouvent dans les panneaux situés en haut de la liste du volet droit. Bien que Lightroom vous permette de jouer avec tous les curseurs ou outils dans l'ordre qu'il vous plaît, avoir une certaine cohérence vous aidera grandement dans vos traitements. C'est ce que l'on appelle en anglais un workflow ou en français un flux de travail. De mon côté, voici comment je procède en général. Petite remarque avant de commencer, ne soyez pas frustrés si vous trouvez que j'aborde parfois les notions qui vont suivre de façon lacunaire. En effet, des vidéos détaillées concernant les sujets que je vais aborder vous seront proposées à la fin de ce module pour parfaire votre maîtrise du logiciel. Voici donc mon flux de travail. Je commence toujours par effectuer l'opération de correction d'objectif et d'aberration chromatique. Ceci va corriger les déformations et les défauts optiques qui résultent de l'objectif utilisé. Notez que normalement ce panneau se trouve en bas de la liste, mais depuis peu Lightroom permet de changer la disposition des panneaux via un clic droit. Et j'ai donc naturellement mis celui-ci en premier vu que c'est la première opération que j'effectue. Ensuite, si nécessaire, je recadre ou redresse mon image via l'outil cadrage et ou le panneau transformation pour plus de contrôle. J'utilise ici l'outil angle pour redresser mon horizon. Et une fois que cela me convient, je clique sur terminer. Maintenant, j'ouvre mon panneau réglage de base. La première chose que je peux choisir est un profil de développement. Ces profils présentent essentiellement différentes interprétations de base de mon image brute. Chaque image dispose d'un profil attribué par défaut. Sous les anciennes versions de Lightroom, il s'agit d'Adobe Standard. À présent, il s'agit d'Adobe Couleur. Ces profils conviennent comme base à la plupart des traitements. À vous de décider si vous modifiez ce paramètre pour commencer votre traitement avec une image plus neutre, plus saturée, monochrome, avec des colorimétries artistiques, etc. Dans mon cas, je vais choisir Adobe Paysage via la liste déroulante. Je peux ensuite, si je le souhaite, régler la balance des blancs pour une colorimétrie neutre, chaude ou froide. Avec les curseurs suivants, on entre clairement dans la partie traitement et les modifications que je vais effectuer ici vont grandement améliorer l'aspect de mon image. Il faut savoir qu'une image brute manque souvent de contraste et ou de détails dans les parties sombres et ou claires, sans compter les couleurs parfois un peu fades. Ce sont en partie les raisons pour lesquelles il faut traiter les images brutes, sans quoi vous les trouverez peu flatteuses. Pour améliorer le rendu, ce panneau me permet de jouer essentiellement sur les valeurs tonales présentes dans l'image. Il est en conséquence toujours utile de regarder l'histogramme pour voir les tonalités présentes et le potentiel de l'image.
Je vous conseille vivement de commencer par la vidéo sur l'histogramme si vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Notez que l'on trouve dans le panneau réglage de base un bouton auto qui demande à Lightroom d'ajuster pour nous les curseurs présents dans les sections tonalité et présence, ceci afin de redistribuer les tonalités de manière plus harmonieuse. La fonction auto, qui a bien évolué, peut être une base de départ lorsque l'on commence à se familiariser avec le logiciel et que l'on ne sait pas trop bien par où commencer. Je vais toutefois vous expliquer un peu plus en détail l'utilité des curseurs, mais avant tout, il me faut quand même vous dire quelques mots sur l'interface afin que vous puissiez travailler en toute sérénité. Comme je vous l'ai dit, votre fichier n'est jamais modifié et pour revenir au point de départ, rien de plus simple que de cliquer sur le bouton réinitialiser. Si vous ne souhaitez annuler que la ou les dernières opérations, le plus simple est d'utiliser le raccourci clavier CTRL-Z. Voyez ici que je supprime ma réinitialisation. Ou encore, passer par le panneau historique du volet gauche où tout ce que vous faites est enregistré. Remarquez ce qui se passe dans ce panneau chaque fois que je modifie un curseur. Tout ce que je fais est enregistré dans ce panneau. Je peux alors facilement revenir à l'étape qui me plaît en cliquant dans ce panneau à l'endroit voulu. Comme vous le voyez, je reviens en arrière où bon me semble. Attention que si vous modifiez un paramètre, toute la partie historique en amont de la dernière étape choisie sera remplacée par ce nouveau paramètre. En cas d'erreur, pas de panique, utilisez le raccourci CTRL-Z qui quant à lui revient en arrière étape par étape sur les dernières opérations effectuées. Ici, comme vous le voyez, l'historique est parcouru dans le sens inverse des endroits où j'ai cliqué chaque fois que j'utilise ce raccourci. Je clique sur ma dernière étape et vous explique l'emploi d'une autre touche utile dans bien des cas. Il s'agit de la touche Alt qui permet de réinitialiser une partie des paramètres de développement. Remarquez que lorsque je la maintiens enfoncée, je peux réinitialiser tous les curseurs des sections tonalité et ou présence ou encore la balance des blancs. Ici, évidemment, lorsque je clique sur le bouton balance des blancs, rien ne change vu qu'elle n'a pas été modifiée. Je la modifie en vitesse, je maintiens Alt enfoncé et voyez qu'à présent, lorsque je clique, elle est bien réinitialisée. Je vais annuler les dernières étapes que je viens d'effectuer via l'historique et maintenant je vous montre une autre façon de réinitialiser. Pour ne réinitialiser qu'un seul paramètre, il suffit de double-cliquer sur son nom ou sur le curseur correspondant. Et pas à côté comme je viens de le faire. Je recommence sur le curseur contraste qui est à -23 et voyez que lorsque je double-clique, il revient à 0. Autre astuce, maintenir la touche majuscule enfoncée et double-cliquer sur le nom d'une réglette demande à Lightroom de calculer à ma place la valeur qu'il juge correcte pour le réglage ciblé. Voyez ce que cela donne lorsque je maintiens un majuscule enfoncé et double-clique sur contraste et ensuite exposition. Lightroom règle les curseurs suivant son algorithme interne de traitement. Bien évidemment, les réglages automatiques n'étant pas toujours des plus pertinents, il est temps à présent de voir ces divers curseurs et comment les exploiter au mieux. Avant de commencer, je vais dans l'historique et je reviens au point où j'étais juste avant de cliquer sur Auto. Je ferme maintenant le volet gauche pour disposer de plus d'espace possible pour traiter mon image. Et maintenant, je vous explique les divers curseurs. Le premier curseur, exposition, sert simplement à rendre l'entièreté de l'image plus claire ou plus sombre, suivant que je vais vers la droite ou vers la gauche. Regardez l'histogramme pour voir comment sont affectées les tonalités de l'image. En gros, elles se déplacent quasi toutes vers la droite ou vers la gauche, suivant la direction choisie. Retenez que lorsque l'on déplace des tonalités vers la droite, on éclaircit l'image, tandis que vers la gauche, on l'assombrit. Je réinitialise en double-cliquant. Je regarde si mon image est dans son ensemble trop sombre ou trop clair. Sur cette image, cela me semble correct, je laisse donc comme cela pour l'instant. Il sera temps d'y revenir plus tard si nécessaire. Poursuivons. Si je pousse le curseur contraste vers la droite, les tonalités de mon image sont étirées vers la droite et vers la gauche. Ce qui est clair devient donc encore plus clair et ce qui est sombre devient quant à lui plus sombre. En clair, le contraste augmente. En poussant ce curseur vers la gauche, c'est l'effet inverse qui se produit et le contraste diminue. Je réinitialise ce curseur. À moi de choisir, suivant mon image, si je souhaite la voir plus contrastée ou au contraire moins contrastée. Imaginons que je veuille un peu plus de contraste pour cette image. Eh bien, je pousse légèrement le curseur contraste vers la droite. Remarquez que si je pousse ce curseur à fond vers la droite, le contraste augmente bel et bien, mais l'image présente des défauts.
Retenez bien qu'il y a des limites à redistribuer les tonalités. Si vous dépassez ces limites, vous risquez d'introduire dans vos images des artefacts disgracieux. Je n'ai pas ici de chiffres à vous donner concernant les valeurs des curseurs. Il n'y en a pas. En effet, les valeurs que vous allez affecter aux divers réglages dépendent de vos goûts artistiques et du potentiel de l'image que vous traitez. Ceci est valable pour tous les curseurs de Lightroom. Vous êtes prévenus. Je remets mon contraste sur un réglage plus opportun. Passons à présent aux 4 curseurs haute lumière, ombre, blanc et noir. Ces curseurs agissent essentiellement sur les tonalités les plus sombres et ou claires de mon image. On peut facilement voir les tonalités qui vont subir des modifications. En effet, en passant la souris sur les divers réglettes, Lightroom me montre la portion d'histogramme où se trouvent la plupart des tonalités concernées par les divers curseurs. Le curseur haute lumière agit comme son nom l'indique sur les hautes lumières, autrement dit les parties claires de mon image. Un peu à l'instar du curseur contraste, il va étirer ou contraster les tonalités, mais cette fois-ci essentiellement sur la portion d'histogramme contenant les tonalités claires. Il y a toutefois une différence avec le curseur contraste, c'est que lorsque l'on étire les tonalités en poussant le curseur vers la gauche, on étire bien les tonalités mais on les ramène vers la gauche. Ceci a pour effet de révéler plus de détails dans les parties claires et aussi d'assombrir légèrement celles-ci. Regardez comme les nuages du ciel et la neige sont affectés par ce réglage. En poussant ce curseur à droite, c'est l'inverse qui se produit. On contracte les tonalités en les poussant vers la droite. On perd donc du détail en compactant cette partie et on éclaircit légèrement en poussant les tonalités compactées vers la droite. De nouveau, regardez l'effet sur le ciel et la neige. Ce curseur est souvent employé en le poussant vers la gauche afin de retrouver du détail dans les zones claires. C'est ce que je vais faire ici. Il est temps de vous parler d'un autre raccourci clavier très utile. Maintenez majuscule enfoncé et appuyez sur la touche S pour voir votre image avant traitement. Recommencez pour la voir après traitement. Vous voyez donc de suite l'impact de vos réglages et si vous allez dans la bonne direction. Vous pouvez aussi utiliser le bouton mode avant-après de la barre d'outils ou encore son raccourci clavier Y. Il est toujours intéressant de voir l'évolution de votre travail. Je poursuis. Le curseur ombre fonctionne exactement suivant le même principe, mais cette fois-ci pour des parties sombres. Notez toutefois que pour étirer, vous allez cette fois-ci vers la droite et inversement pour contracter. Tout ceci est logique car lorsque l'on étire les sombres, on les étire en les poussant vers la droite. Retenez aussi que révéler du détail dans les ombres peut amener du bruit visible sur les images. Ceci est inhérent à la technologie des capteurs. Je vais ici zoomer sur la branche sombre du tronc d'arbre afin que vous appréciez le résultat lorsque je pousse ce curseur vers la droite. En général, je reste bien plus modéré sur ce curseur pour les raisons évoquées avant. Passons à la suite, mais avant cela, je vais dézoomer. Les curseurs blanc et noir servent à définir ce que l'on appelle le point blanc et le point noir. Pour faire simple, il s'agit simplement de caler l'histogramme à droite pour les blancs et à gauche pour les noirs. Ceci afin d'exploiter la totalité des tonalités de la plage dynamique du capteur. On trouve en effet souvent qu'une image présentant des tonalités allant du noir pur au blanc pur est plus naturelle. Il s'agit encore une fois ici d'étirer les tonalités ou de les contracter. Cette fois-ci, on agit sur les tonalités extrêmes de l'histogramme en les poussant vers la droite ou la gauche. Regardez cette image où je n'ai ni blanc pur ni noir pur. En poussant le curseur blanc vers la droite, je vais modifier principalement les tonalités extrêmes afin de les pousser vers la droite. Résultat, je cale l'histogramme à droite. Vous pouvez maintenir enfoncé la touche Alt tout en faisant glisser le curseur à droite. Dès que vous voyez un point blanc, vous avez du blanc pur. En général, on se contente d'un minimum de blanc pur. Il s'agit en effet de pixels sans aucun détail. Je vais réinitialiser le curseur et vous montrer une autre astuce. Comme je vous l'ai dit avant, Lightroom peut calculer pour vous des valeurs. Il me suffit de maintenir la touche majuscule enfoncée et de double-cliquer sur blanc. Lightroom calcule alors la valeur pour moi. Le curseur noir fonctionne de façon analogue, mais pour les points noirs évidemment. De nouveau, je peux maintenir Alt enfoncé pour voir ce qui se passe. Je peux aussi demander à Lightroom de me calculer le point noir. Faisons de nouveau une petite comparaison avant-après. On voit déjà clairement la différence. Passons à présent au curseur de la section Présence. Le curseur Clarté agit ici sur ce que l'on nomme les micro-contrastes. Il fonctionne différemment du curseur Contraste qui agit lui sur l'intégralité des tonalités. En clair, on va agir principalement sur les tonalités moyennes de l'image en ajoutant du contraste.
Pousser ce curseur à droite a pour effet de renforcer le contour des objets ou les défauts comme ceux de la peau par exemple, ou ici sur les branches d'arbres. Attention à ne pas pousser ce curseur trop loin comme je viens de le faire. Le pousser vers la gauche va à l'inverse réduire ce contraste et si on va à l'extrême, tout devient de plus en plus lisse. Observez ici l'impact sur les troncs d'arbres avec le curseur à son minimum et à son maximum. Beaucoup de débutants aiment ce curseur qui a un impact visuel énorme. Je vous conseille toutefois de rester modéré. On remarque tout de suite une image où l'emploi de ce curseur est excessif. Le curseur correction du voile sert quant à lui à réduire ou accentuer le voile présent sur une image. Lors de conditions climatiques difficiles, on remarque souvent un voile atmosphérique. Eh bien, ce curseur va permettre d'éliminer ou d'accentuer ce voile. Remarquez que même sur cette photo prise par un temps clair, le résultat du curseur est très sensible. N'hésitez donc pas à tester ce curseur sur des images ne présentant pas de voile. Vous serez parfois surpris du résultat. De nouveau, ne soyez pas excessif avec les valeurs de ce curseur, il introduit vite des artefacts. Les deux derniers curseurs, vibrance et saturation, agissent sur les couleurs de l'image. Commençons par la saturation qui est simple à expliquer. En allant vers la droite, toutes les couleurs deviennent plus saturées et ce de façon linéaire. En allant vers la gauche, vous désaturez les couleurs jusqu'à ce que l'image n'en présente plus. Je réinitialise saturation et vous parle du dernier curseur de ce panneau. Le curseur vibrance, quant à lui, agit aussi sur la saturation des couleurs mais de manière plus subtile. En effet, en allant vers la droite, il ne sature pas les couleurs de façon linéaire mais proportionnellement à leur degré de saturation actuel. Autrement dit, une couleur peu saturée sera bien plus affectée par ce curseur qu'une couleur déjà très saturée. Les couleurs un peu palotes vont donc mieux ressortir. Voyons maintenant le résultat de notre traitement. Rien qu'avec ce que nous venons de voir, vous pouvez déjà obtenir de bien meilleurs résultats que les JPEG qu'aurait produit votre boîtier. Bien sûr, il va vous falloir une certaine phase d'apprentissage et vous n'allez pas devenir du jour au lendemain un as du traitement d'image. Comme pour tout, c'est en pratiquant et en se formant que l'on s'améliore. Commencez donc par vous entraîner avec les curseurs de ce panneau réglage de base. Une fois à l'aise avec ces réglages, je peux vous garantir que vous verrez une nette amélioration dans vos traitements et cela en seulement quelques minutes passées sur le logiciel. Il me faut toutefois vous mettre en garde sur un point essentiel. Lightroom ou tout autre logiciel ne peut rien contre un défaut majeur dû à la prise de vue. Soigner la prise de vue, c'est s'assurer de pouvoir traiter au mieux son image sans devoir faire face à des défauts quasi insolubles. Nous sommes encore loin d'en avoir fini avec le traitement. Mais si vous souhaitez vous améliorer avec ces concepts de base avant d'aller plus loin, voici les vidéos à visionner sur ma chaîne et ce que vous y trouverez. Tout d'abord, si vous avez du mal avec la prise de vue, je vous conseille la vidéo expliquant l'exposition, à savoir le triangle d'exposition. Et pour bien comprendre ce dernier, visionnez aussi les vidéos sur les 3 réglages clés de votre boîtier et leur impact sur vos images, à savoir l'ouverture, le temps de pause et les ISO. Si vous êtes vraiment motivé et souhaitez en savoir plus, regardez aussi la vidéo sur la maîtrise de l'exposition. La vidéo sur l'histogramme est quant à elle un incontournable pour bien comprendre ce concept. Concernant Lightroom et les points que je viens d'aborder, vous trouverez des informations détaillées sur l'interface dans cette vidéo. Cette autre vidéo vous parlera de quelques raccourcis utiles ainsi qu'une astuce pour avoir ceux de votre choix toujours à disposition. Dans celle-ci, vous verrez en détail tous les curseurs du panneau réglage de base avec d'autres images en exemple. Cette autre courte vidéo vous montrera comment ajuster les curseurs des divers panneaux Lightroom de façon précise. Vous avez ensuite une vidéo détaillée sur la correction d'objectifs, une autre sur le panneau transformation et dans celle-ci toutes les options pour recadrer votre image. Vous pourrez ensuite poursuivre avec les profils Lightroom, puis ensuite la balance des blancs et encore l'historique et les instantanés. Vous comprendrez aisément pourquoi il m'est impossible de couvrir tout cela de façon détaillée dans une seule vidéo. Comme vous le constatez, l'apprentissage va vous prendre du temps si vous partez de zéro. Je le rappelle, référez-vous à la table des matières dans la description pour progresser à votre rythme et suivant votre niveau. Poursuivons. Comme je vous l'ai dit, Lightroom propose encore bien d'autres outils pour améliorer nos images. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici agit sur l'image dans sa globalité, et parfois on souhaite n'agir que sur une portion de l'image.
Nous allons donc maintenant aborder ce que l'on nomme les outils de retouche localisés. Pour une compréhension totale, tous ces outils sont couverts de façon détaillée dans des vidéos dédiées, et je vous en dirai plus après les avoir passés en revue. Les principaux outils de retouche localisés se trouvent juste sous l'histogramme à droite de l'outil de recadrage. En premier lieu, vous avez l'outil suppression des défauts. Celui-ci vous permet de supprimer des éléments de décor, des taches, des poussières du capteur, etc. Je vais par exemple ici l'utiliser pour supprimer quelques herbes dans la neige. Je vais d'abord zoomer sur la zone qui m'intéresse. Ensuite, je sélectionne l'outil suppression des défauts. Je règle éventuellement ces paramètres et je n'ai plus qu'à peindre sur l'élément que je souhaite corriger. Par exemple ici cette petite branche. J'adapte la taille de mon pinceau et je peins. J'appuie sur Enter pour valider. Je peux continuer ainsi à tamponner des zones qui m'intéressent ou encore à peindre d'autres régions. Mais maintenant, essayons de nous attaquer à plus compliqué avec ce gros tas d'herbes. J'adapte mon pinceau en conséquence et je peins cette grosse zone. Voyons ce qui se passe. Comme vous le voyez, cet outil fonctionne relativement bien pour de simples défauts. Mais pour supprimer ou corriger des choses complexes, les abonnés Adobe seront heureux de posséder Photoshop qui est dans ce domaine bien plus adapté. Vous pouvez aussi l'utiliser pour voir des défauts qui ne sautent pas aux yeux, comme les taches du capteur par exemple, ou encore des oiseaux dans le ciel, etc. Sélectionnez l'outil et cochez dans la barre d'outils « Afficher les défauts ». Une image apparaît et vous montre en blanc tous les éléments du décor. En jouant sur la réglette, vous modifiez la tolérance. Voici par exemple un point qui ressemble à une tache, mais en jouant avec la réglette de tolérance, je vois bien qu'il s'agit d'une branche d'arbre. Cette image ne montre pas de défaut flagrant. S'il y avait par exemple eu un point blanc dans cette zone, cela aurait certainement été une tache de capteur ou un minuscule oiseau par exemple. Bref, j'ai vraiment survolé cet outil et je vous invite fortement à voir la vidéo dédiée pour mieux le comprendre. Ensuite, vous avez l'outil correction des yeux rouges. Il s'agit ici simplement de corriger les yeux rouges que l'on obtient lors de photographies réalisées au flash. Il suffit de tracer un cercle sur la pupille à corriger, je n'explique pas cet outil très intuitif. Maintenant, je vais brièvement vous parler du filtre gradué, du filtre radial et du pinceau de retouche. Ces outils fonctionnent de façon analogue. Ils permettent de sélectionner une portion de l'image et d'y appliquer des paramètres indépendants des réglages de base. Le filtre gradué est utilisé pour sélectionner une zone continue à partir d'un bord de l'image. Typiquement, on s'en sert pour travailler sur le ciel ou toute zone continue partant d'un bord de l'image. Une fois le filtre positionné, vous effectuez les réglages dans la partie réservée au filtre. Le filtre radial vous servira pour sélectionner des zones elliptiques. Un outil très pratique pour sélectionner n'importe quel élément du décor, comme par exemple ici cet arbre. Le pinceau de retouche, quant à lui, permet de sélectionner une zone en dessinant librement sur l'image. Très utile pour sélectionner n'importe quel élément irrégulier. Ici, je l'utilise sur l'arbre très grossièrement juste pour que vous voyez de quoi il s'agit. Avec les dernières versions de Lightroom, ces trois outils sont aussi accompagnés d'une fonction masque de gamme, permettant une sélection par plage de couleurs ou de luminosité afin d'affiner la sélection. Une fois votre sélection effectuée, retenez que les divers réglages que vous allez configurer dans ce panneau ne s'appliqueront qu'à la partie sélectionnée à l'aide de ces outils. Le panneau TSL, quant à lui, vous permet de n'agir que sur certaines couleurs présentes dans l'image. Par exemple, je peux ici modifier la saturation du bleu et voyez que seul le bleu du ciel est affecté. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la retouche localisée. Je n'ai pas développé ces outils plus avant car cela aurait demandé un temps considérable. Pour vous perfectionner et apprendre ces outils en détail, voici les vidéos à visionner. La vidéo sur l'outil suppression des défauts. Vous verrez ici clairement comment par exemple supprimer un câble électrique. Les vidéos sur les outils filtre gradué, filtre radial et pinceau de retouche vous expliqueront de façon approfondie ces trois outils indispensables à la retouche localisée. En complément, pour les possesseurs de Lightroom avec abonnement, la vidéo masque de gamme vous montrera comment réaliser des sélections précises et bien plus aisées à l'aide des trois outils précédents. Dans cette courte vidéo, vous apprendrez à changer la couleur d'un masque. Et enfin, la vidéo sur le panneau teinte, saturation, luminance vous montrera en détail comment modifier la colorimétrie de votre image de façon sélective.
Comme vous le voyez, lorsque l'on souhaite se perfectionner, il y a beaucoup de choses à intégrer. Progressez donc doucement et n'essayez pas de tout maîtriser d'un coup. Pour être le plus complet possible, il y a encore 3 panneaux dont je souhaite vous parler concernant le traitement. Il s'agit tout d'abord du panneau courbe des tonalités, un merveilleux outil qui permet de modifier les tonalités tout comme le font les curseurs du panneau réglage de base. La grosse différence est qu'il permet d'être plus précis sur les plages de tonalité à modifier et ceci peut s'avérer utile lorsque vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez avec le panneau réglage de base. Le panneau détail sert à améliorer la netteté et ou diminuer le bruit présent sur une image. Et enfin, un dernier point à noter. Lightroom vous propose par défaut des paramètres prédéfinis de développement que vous pouvez utiliser comme base de traitement. Remarquez que je n'en parle qu'ici alors que je vous indique bien qu'il s'agit d'utiliser ce panneau dès le début de votre traitement et pas à la fin de celui-ci. Je ne le mentionne qu'ici car je préfère vous voir utiliser et maîtriser d'abord les outils plutôt que de vous inviter à utiliser trop d'automatismes sans savoir ce qu'ils font réellement. Ces paramètres prédéfinis que l'on trouve dans le panneau paramètres prédéfinis du volet gauche contiennent en effet simplement des réglages correspondant aux curseurs présents dans les panneaux du volet de droite. Cela peut donc vous aider à apprendre et ou vous faciliter le traitement à la condition de comprendre ce que font les différents curseurs qui ont été modifiés. Voilà pourquoi je mentionne cette option seulement maintenant et notez que comme vous pouvez aussi créer vos propres paramètres prédéfinis, il faut bien savoir à quoi correspondent les curseurs. De nouveau, vous pouvez apprendre ces 3 panneaux en visionnant les vidéos dédiées, à savoir la vidéo sur la courbe de tonalité qui vous donnera tous les détails pratiques de cet outil. La vidéo consacrée à la netteté et au bruit vous explique en profondeur tous les curseurs du panneau détail. La vidéo sur les paramètres prédéfinis vous montrera comment les utiliser et créer les vôtres. Et en bonus, vous avez ici une vidéo traitant du noir et blanc sous Lightroom. Comme vous pouvez le constater, Lightroom propose de nombreuses façons de travailler les images et il est illusoire de penser tout maîtriser en quelques minutes. Mais à l'instar d'autres logiciels, nous n'utilisons en général qu'une toute petite partie des fonctions présentes. Nous apprenons au fur et à mesure de nos besoins. J'arrête donc ici la partie traitement d'image. Maintenant que notre image est traitée, on va certainement vouloir la partager, l'imprimer dans un labo, etc. Et pour cela, il faut l'exporter. Il s'agit ici encore d'un concept clé à comprendre. Les fichiers bruts ne sont pas directement exploitables. Vous allez donc devoir demander à Lightroom de convertir vos fichiers bruts en fichiers images. C'est ce que fait automatiquement votre appareil photo lorsque vous travaillez en format JPEG. Il développe le fichier brut et le convertit en image JPEG. Sous Lightroom, c'est nous qui développons le fichier brut et nous recourons à l'outil d'exportation pour en faire un fichier image. Voyons donc à présent comment exporter cette image et les paramètres principaux à choisir. Remarquez tout d'abord que par abus de langage, j'emploie le terme image plutôt que fichier brut traité. Ceci étant dit, pour exporter, faites par exemple un clic droit sur l'image et choisissez dans le menu qui s'affiche Exporter et dans le sous-menu qui apparaît Exporter 3 petits points qui affichent la boîte de dialogue d'exportation. À présent, voyons les paramètres principaux à spécifier. Assurez-vous ici dans la liste déroulante d'être sur l'option Exporter vers le disque dur. Les autres options ne nous intéressent pas ici. Ensuite, on vous demande de choisir l'emplacement où vous allez exporter l'image. À vous de voir. Je vous conseille cependant soit de choisir le dossier où se trouve votre image, ou mieux, un dossier spécifique. Dans ce cas, vous cliquez sur le bouton sélectionner afin d'ouvrir le gestionnaire de fichiers et vous choisissez un dossier de destination existant ou encore vous en créez un comme je le fais ici. Vous validez et vous voyez ici l'endroit où seront exportées vos images. Je laisse décocher les autres cases, je ne parle pas de ces options ici. Dans la liste déroulante, je laisse sur demander conseil qui me demandera que faire si les fichiers que j'exporte existent déjà à l'emplacement de destination. Je vous invite à laisser comme cela. Ensuite, j'ai la possibilité de renommer mon ou mes images. Il y a beaucoup de possibilités que je n'aborde pas ici. Voyez la vidéo complémentaire. Je laisse donc décocher et voyons la suite. Je remonte, j'étais trop bas. L'option suivante, vidéo, ne nous intéresse pas. Et nous arrivons au point le plus crucial, les paramètres de fichier. Tout d'abord, le format du fichier. Ici, je laisse sur JPEG car je souhaite un fichier image standard exploitable par tous les logiciels. Ensuite, je définis la qualité de la compression.
80-90 vous donne d'excellents résultats tout en réduisant la taille de votre fichier de façon intéressante. Si vous voulez la meilleure qualité possible, mettez sur 100. Notez que cela compresse aussi l'image et augmente fortement le poids de celle-ci. Pour rappel, tous les fichiers JPEG sont compressés avec perte. Faites donc des essais et choisissez en fonction de ce que vous allez faire de vos images. Ensuite, vous devez choisir l'espace colorimétrique. Je n'entre pas ici dans les détails et à moins de savoir ce que vous faites, choisissez SRVB, un profil géré par tous les équipements et tous les logiciels. Laissez cette autre case décochée. Ensuite, vous pouvez ici choisir de redimensionner l'image. Option intéressante pour par exemple poster sur un site qui demande de ne pas excéder une certaine taille. Ici je décoche car dans mon cas je souhaite avoir mes images en grand format. Lightroom vous propose ensuite un algorithme de traitement de la netteté de l'image en sortie. Si vous choisissez cette option, vous devrez ici choisir la netteté en fonction que votre image est destinée à être visionnée sur écran ou au contraire être imprimée sur papier mat ou brillant. Et dans l'autre liste déroulante, vous devrez choisir le dosage de netteté à appliquer. Tout ceci dépend évidemment de votre but et de la destination de l'image. Bref, il faut faire des tests pour voir si cela apporte quelque chose. Ici, je vais décocher cette option. Ensuite, vous indiquez si vous souhaitez ou non inclure les métadonnées ou encore seulement une partie de celles-ci. Il reste ensuite la possibilité d'ajouter un filigrane et enfin de choisir si l'image exportée doit ensuite être envoyée à un autre logiciel. Je laisse ici sur ne rien faire, c'est-à-dire non. Une fois que tout est correct, je clique sur exporter. Lightroom travaille et exporte le fichier dans la destination choisie avec les paramètres que j'ai mentionnés. Si j'ouvre maintenant le gestionnaire de fichiers et que je me rends dans la destination que j'ai mentionnée, je vois bien que mon fichier s'y trouve. Comme je n'ai pas coché l'option de renommage, il a le même nom que mon fichier brut d'origine, mais il s'agit cette fois-ci d'un fichier d'extension JPEG, option de conversion que j'ai choisie. Si vous avez plusieurs images à exporter, il suffit par exemple de les sélectionner dans la bibliothèque, de faire un clic droit et de repasser par la fenêtre d'exportation. Comme on le voit, les paramètres sont ceux que j'ai indiqués lors de ma dernière exportation. Cela me convient, je clique juste alors sur « Exporter ». Comme dans ma sélection, j'ai resélectionné le fichier que j'avais déjà exporté, Lightroom m'indique qu'un fichier portant le même nom existe déjà sur la destination. Il me demande alors ce que je souhaite faire. Ici, bien qu'inutile, je vais indiquer « Écraser » et Lightroom m'exporte alors les 5 fichiers que j'avais sélectionnés. Notez que lorsque vous n'avez aucun paramètre à changer dans la fenêtre d'exportation, vous pouvez choisir dans le menu l'option « Exporter » avec les paramètres précédents. Vous ne repassez alors pas par la fenêtre d'exportation, l'opération s'effectue directement. Je réouvre mon explorateur et voyez que mes 5 fichiers bruts ont bien été exportés. Et pour en savoir plus sur la fenêtre d'exportation, je vous invite à visionner la vidéo dédiée. Ce tutoriel touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'approche vous a plu et que vous êtes motivé à apprendre. J'en suis ravi. Pour finir, je dirais que Lightroom est un logiciel très complet et très agréable à utiliser. La matière présentée ici peut vous sembler énorme et c'est le cas. Je vous invite donc à visionner ce tutoriel à votre rythme et à vous servir de la table des matières en description pour progresser étape par étape. Si vous partez de zéro, vous deviendrez un très bon utilisateur Lightroom en suivant le guide et en visionnant toutes les vidéos complémentaires mentionnées. En contrepartie, cela vous demandera un gros effort. Il y a en effet environ 10 heures de vidéos à visionner dans les liens repris en description. Ne paniquez pas, comme je vous l'ai mentionné, maîtriser ne fût-ce que le panneau réglage de base vous permettra dans un premier temps de produire de magnifiques images. Il ne s'agit donc aucunement de regarder 10 heures de vidéos d'affilée et de comprendre tout d'un coup, cela est impossible. Pour les utilisateurs ayant déjà des bases Lightroom, ils pourront voir en suivant le plan de la vidéo s'ils maîtrisent les notions abordées et aller plus loin en piochant dans les liens ce qui les intéresse. Enfin, notez que toutes les vidéos complémentaires sont assez denses et contiennent beaucoup d'informations. Je vous dis cela car je pense que de nombreux utilisateurs utilisant la fonction basique de recadrage par exemple, n'ont pas envie de regarder la vidéo dédiée. Et pourtant, je suis quasi certain qu'ils apprendraient encore des trucs en la visionnant. J'espère que ce guide servira à de nombreuses personnes. Il s'agit de l'équivalent d'un séminaire que j'aurais pu dispenser à un groupe de personnes en formation intensive sur 2-3 jours de temps. L'avantage avec cette version en ligne est que vous avez tout votre temps pour apprendre. Je vous remercie de suivre ma chaîne, de partager les vidéos, de les commenter, d'apprécier, je l'espère, le contenu
et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.